Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur 6TV. Bienvenue dans votre émission. La qualification historique du Orea AC pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération était donc la cartouche, la dernière cartouche pour sceller l'exploit des équipes guinéennes de catégorie inférieure. On se rappelle, avant le Orea, il y a eu cet exploit des cadets, les cadets qui se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations de football de leur catégorie. Également les juniors qui ont donc pu se qualifier aussi pour le mondial de leur catégorie. Ça sera en Corée du Sud en 2017. Pendant ce temps, le Sili national, l'équipe A de football de Guinée, ne parvient plus à tenir les dragées hautes. On se rappelle, après une élimination lors des qualificatifs pour la CAN 2017 au Gabon, la participation du Sili national de Guinée reste des plus hypothétiques à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018. Alors, question ce soir, mesdames et messieurs, pourquoi, malgré les moyens qui sont injectés dans l'équipe nationale A de football de Guinée, les résultats ne suivent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour tirer cette formation vers le haut? C'est le thème du débat de ce soir. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Mohamed Kondé. Mohamed Kondé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mohamed Kondé, il est consultant. Et également, il y a Oumar Sissavané. Bonsoir, M. Savané. Oui, bonsoir. Monsieur. Oumar Sissavané, il est le président de l'Association des entraîneurs de Guinée. Merci donc à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour venir justement discuter de l'avenir du Sili national de Guinée, mais également de l'exploit récent des équipes de catégorie inférieure. Alors, le Orea qui se qualifie donc pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, les deux autres équipes, les cadets également, les juniors, qui marquent les esprits, qui forcent même l'admiration à travers leurs différentes qualifications. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Kondé, vous êtes d'accord qu'il faut aujourd'hui faire confiance aux équipes de catégorie inférieure en Guinée par rapport à l'équipe nationale A de football? Je pense qu'il faut faire confiance à tout le monde. Après, aujourd'hui, c'est un constat. Le constat est réel. Les équipes de jeunes sont plus performantes que le Sili national A, notamment à partir de 2015. On a vu le Sili cadet se qualifier pour la CAN, la Coupe du Monde. On a vu le retour des juniors aussi lors de cette CAN. Mais il faut le dire aussi que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on prend ces 20 dernières années, on s'aperçoit que le Sili s'est qualifié souvent pour la Coupe d'Afrique des seniors et que chez les jeunes, c'était un peu plus compliqué en effet. C'est vrai que depuis 2015, les courbes s'inversent. Maintenant, c'est aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que les résultats de l'équipe senior soient à la hauteur des performances qui sont réalisées par les jeunes. Est-ce qu'il y avait quand même quelques indicateurs? Est-ce qu'on s'attendait à ce que ces courbes s'inversent? Oui, il y a des indicateurs parce qu'il y a plusieurs raisons aussi qui expliquent ces performances chez les jeunes. Aujourd'hui, notamment au niveau de la formation. Depuis quelques temps, on voit l'émergence de ce qu'on appelle les académies. Des académies indépendantes qui existent, qui sont souvent pilotées par des anciens footballeurs ou des entraîneurs qui ont décidé de structurer le football. On a aussi des académies, ou plus communément appelées des centres de formation, qui sont affiliés ou qui appartiennent au club. Le Roya a sa structure, la Escaloum, il y a même des clubs qui revendiquent ce statut de club formateur, comme le Satellite. Donc tout cela concourt effectivement à ce que les jeunes soient performants, ils apprennent le football et puissent compétir sur le plan international. Oumar Sissavané. Non, moi ce que je voudrais ajouter à ça simplement, c'est que, en plus de ces structures informelles qui existent pour la formation, il l'a bien dit, et c'est le lieu et l'occasion quand même de féliciter et de remercier tous ces jeunes formateurs qui s'impliquent dans la formation des jeunes gens. Mais au-delà de tout de suite, on a parlé de la performance de nos catégories inférieures. Quand vous prenez l'exemple de projet Aspire de Qatari, qui font de la détection à travers l'Afrique. Et en Guinée, ici, il y a eu deux. Il y a 2 ou 3 ans. On a eu, parmi les deux, il y avait un de Conakry et un de Massanta, que certains citaient. Donc ces jeunes gens se retrouvent au Qatar et dans leur compétition, ils deviennent les meilleurs. En plus de la formation, moi je crois qu'il y a le talent parce que quand je prends Massanta, il n'y a aucun centre de formation. Oui. Mais est-ce que c'est une conclusion hâtive lorsqu'on dit aujourd'hui, parce que c'est l'opinion la plus répandue en Guinée, on dit aujourd'hui donc il faut faire beaucoup plus confiance aux jeunes
qu'à cette première génération de footballeurs qui évoluent notamment au sein de l'équipe nationale. Non, mais vous savez, c'est le problème en Guinée, c'est un problème de suivi. L'ancienne fédération, par exemple, il y avait une commission de commission technique nationale, etc., mais qui n'a jamais fonctionné. Vous comprenez? Donc, dès l'instant où les gens sont livrés à eux-mêmes, il l'a dit, bon, c'est un peu, ils se débrouillent comme on le dit, mais c'est plus structuré, nous serons plus performants. Mais malheureusement, c'est pourquoi nous aspirons à ce changement-là. Sinon, quoi qu'on dise, quand même, le Guinéen, il y a déjà un don qui est naturel qu'il faut développer. Et ça, vous avez aujourd'hui au niveau des centres qu'on appelle des clubs informels, des jeunes gens qui n'ont fait aucun stage. Mais qui, je ne sais pas, par l'envie, le désir, mais allez même dans la rue, allez même dans les quartiers. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'envie chez les jeunes que chez les seniors? Ah oui, non, mais là, c'est évident. Mais allez un peu dans les quartiers. Et puis aussi, il ne faut pas se cacher la vérité. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus aidés par les médias. Bon, je prends le cas de ces jeunes formateurs-là qui sont, quand ils voient par exemple, en train de faire un exercice, ils essaient d'imiter. Mais il y a tout ça là qui concourt aujourd'hui à évoluer. Et le Guinéen est très perceptif, très intelligent, quoi qu'on dise. Dans ce domaine-là, je crois qu'il comme il l'a dit, il vaut mieux structurer. Quand vous prenez, parce que vous prenez le cas des catégories inférieures, il n'y a pas de suivi. Vous avez cette génération qui est partie au Chili. Il y a combien aujourd'hui qui opèrent en Guinée? Combien? C'est à peine si on peut compter. Oui. On a récupéré 3 ou 4. Mohamed Kondé, alors vous suivez l'actualité de l'équipe nationale A, également ces équipes de catégorie inférieure, mais est-ce que, comme le dit l'entraîneur, est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'on a beaucoup plus d'envie en inférieur que dans les catégories supérieures? Oui, bah, cette envie, ça se pose, évidemment. C'est des jeunes qui sortent, qui ont envie de faire carrière, parfois qui viennent d'une situation très compliquée, donc qui donnent tout. Ils donnent tout pour se montrer, pour pouvoir se vendre, que ce soit sur le plan national ou à l'international. Donc cette question d'envie, elle existe. Et quand on fait le parallèle avec l'équipe nationale, oui, la question d'envie se pose aussi. C'est l'un des problèmes majeurs qui se pose aussi. Maintenant, quand on le dit comme ça, souvent les gens disent non, c'est trop facile, vous ne pouvez pas dire que quand ils ne gagnent pas, qu'ils n'ont pas envie. Mais il y a des éléments quand même qui nous poussent à cela. Quand on regarde ces 6-8 dernières années, c'est-à-dire à partir du moment où le Sili national a commencé à être présent une CAN sur 2, c'est-à-dire à partir de 2010, et tu prends les adversaires qu'ils ont eu à rencontrer. Par exemple, en 2010, on avait dans le groupe la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Malawi. Il y avait 3 places et on est passé à la trappe. Certes, il y avait des questions politiques, on a dû jouer certains matchs à l'extérieur, mais je pense qu'il y avait quand même la place pour passer devant le Malawi. En 2012, on a le Nigeria, on a l'Éthiopie, qui jouera 2 ans plus tard les playoffs pour aller à la Coupe du Monde 2014. On passe. Poule très difficile, mais on arrive à passer. On arrive à être premier, la poule, et on passe. Donc en 2013, on a le Niger, c'est abordable, et on passe à la trappe. En 2015, tout le monde dit à la Guinée, mais vous ne pouvez pas y aller, c'est trop difficile. Le Togo, l'Ouganda et surtout le Ghana, on arrive à passer. Donc vous voyez qu'à chaque fois que c'est simple, on a des problèmes. À chaque fois que c'est compliqué, on arrive à passer. Donc le fait de dire qu'il y a cette question de motivation, ce n'est pas une facilité. Les faits sont là. Et j'ai même oublié la dernière campagne où on avait des adversaires largement à notre portée et on n'y arrive pas. Certes, il y a d'autres explications, mais la question, la motivation, elle existe aussi. Ouais. Moi, je voudrais ajouter à ça, en plus de tout ce que vous avez évoqué comme élément, ce qui est fondamental, c'est le choix des hommes. Parce qu'au niveau du Sili A, le choix des hommes, la base, c'est l'affectif. Il n'y a pas de sérieux. Ça, il ne faut pas se cacher la vérité. Et même quand vous prenez le dernier cas, quand nous passons à la trappe devant le Niger, c'est pas sûr de quoi. C'est parce que je prends un joueur, je ne le cite pas aujourd'hui, qui a passé près de 3 semaines ici avec nous, qui était même avec moi, et parce qu'on manquait de quelqu'un dans l'axe, on le prend, on l'amène. Oui, mais entraîneur, comment vous expliquez, vous êtes un homme de terrain, comment vous expliquez que quand on sent ou on se dit que c'est compliqué pour le Sili, c'est là que l'équipe vient à s'en sortir, et là où on attend de l'exploit, l'équipe parvient à échouer. Comment vous expliquez ce paradoxe-là? Mais ce n'est pas un paradoxe. Mais je suis en train de vous expliquer. C'est le choix des hommes. À un certain moment donné, c'est le choix des hommes. Vous savez, le football, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, surtout une équipe de football, elle est très difficile à construire. Un stade, vous pouvez le construire
en 2 ans. Mais une équipe difficile à construire. Et comme je ça veut dire quoi? Non, ça veut dire, je vais vous dire, c'est de l'affectif. C'est pourquoi je donne l'exemple par rapport au Niger. Quand c'est facile, on échoue. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, mais la gestion, qu'on appelle psychologique, parce que le tout n'est pas de technique. Le tout n'est pas de technique, le tout n'est pas d'être moral. Il y a, comme on le dit, si le moyen ne peut pas motiver, Tirana le dit, si le moyen ne peut pas motiver un joueur, ce n'est pas la peine. Même moi, je dis simplement, c'est la gestion de nos joueurs qui est absolument catastrophique, à tous les niveaux. Et comment cette équipe est gérée avec tout le recul nécessaire aujourd'hui, avec vos observations, l'équipe guinéenne de football A est gérée comment? Non, mais ça, c'est un nouveau départ. C'est clair et net. Quand vous prenez la dernière épisode de Fernandez, il a été choisi comment? Sur l'affectif. On vous dit qu'il y a une situation d'urgence. Laquelle? Il y avait quelle situation d'urgence? On le fait venir, on fait un pifomètre, on choisit Paul qui ne joue pas, etc. Je vous dis. Et c'est pourquoi, comme je dis, il n'y a pas une continuité. Si depuis tout ce temps, on avait continué à jouer, qu'on appelle, à utiliser les joueurs locaux, comme il a dit, qui sont très motivés, qui ont envie de prouver, qui ont envie d'être de là-bas, c'est une occasion pour eux de prouver qu'ils peuvent être présents. Sinon, quand vous parlez, par exemple, c'est facile, vous prenez des joueurs locaux, par exemple, qui faisaient partie de cette sélection, ils ont été les meilleurs. Vous prenez Fodé Camara, ils ont été les meilleurs parce qu'ils avaient envie, comme il a dit, il y a cette envie de se prouver que nous pouvons aller au-delà. Donc, c'est ça qu'on n'a pas exploité. Cette envie-là, on n'a pas exploité. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans des situations catastrophiques. Sinon, et comme je le dis, je sélectionne Ibrahima Ferry aujourd'hui parce que c'est mon cousin et il va avoir $3 000, mais on se moque un tout petit peu de la performance. C'est pourquoi j'ai dit, tant que l'affectif demeure dans le choix des hommes, tant bien au niveau des entraîneurs, tant bien au niveau des joueurs, ce serait extrêmement difficile. Mais au niveau inférieur, ça n'existe. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est encore moins. Il y a encore beaucoup plus d'envie. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cet épisode Fernandez qui a suscité beaucoup de remous, beaucoup de débats ici en Guinée. On estimait que ce n'est pas l'homme qu'il fallait à cette équipe nationale au regard de ses occupations à l'extérieur du pays. Il ne résidait pas en Guinée. Alors, il y a que ce nouveau sélectionneur, Kamfori de la Pébangora, qui fait face à certaines critiques, notamment au choix qu'il opère, choix de joueurs notamment. Est-ce que finalement le problème du Sidi National A se résume en ce problème d'hommes? Non, pas forcément. Les entraîneurs sont là pour diriger des groupes. Comme vous le savez, Bamassouri, un sélectionneur, il n'a pas son groupe à disposition toute la saison. Il y a des regroupements. Ou mieux, il y a des stages, etc. Donc, il n'a pas le temps de suivre jour après jour l'évolution de ses joueurs. Donc, effectivement, il peut mettre en place un projet de jeu, parce qu'il faut, parce qu'on doit jouer des matchs ou lorsqu'on doit jouer une compétition. Mais évidemment, il a moins d'impact sur son groupe qu'un entraîneur de club, un entraîneur de tous les jours. Je pense qu'il y a un problème qu'il faut soulever. Le Chili a un problème d'attractivité. L'attractivité d'abord au niveau des joueurs qui ont eux-mêmes d'abord accepté de jouer pour la Guinée, qui jouent déjà pour la Guinée, qui ont 20 sélections, 25 sélections. Et pourquoi on n'est pas à la CAN 2000, on n'a pas été à la CAN 2017? Il y a plusieurs raisons. Mais il y a ce comportement d'un certain nombre de joueurs qui cherchent des excuses pour ne pas venir. D'autres revendiquent le capitanat, d'autres estiment qu'ils ont des questions administratives à régler, donc ils ne peuvent pas venir en équipe nationale. D'autres estiment que l'organisation n'est pas au niveau. D'autres estiment que le partenaire, ils n'aimeraient pas jouer avec ce partenaire. D'autres veulent jouer avec leur cousin, leur frère ou leur oncle, que sais-je encore. Donc vous voyez tous ces problèmes-là, c'est qu'il y a une question, ils ne sont pas assez attirés par cette équipe nationale. Parce que vous avez compris que ces arguments-là parce que cette équipe, il lui manque quoi? Il manque beaucoup de choses à cette équipe. Et il manque aussi bon sens sur les joueurs qui viennent. Parce que s'ils veulent que cette équipe progresse, il faut qu'ils acceptent de jouer pour cette équipe, pour avoir des résultats et pour améliorer l'organisation autour de cette équipe. Je pense que ça, c'est important. Et une deuxième question aussi concernant l'attractivité, c'est par rapport aux binationaux. Parce qu'il faut le dire, le Sénégal, tout le monde a loué la qualité du jeu sénégalais lors de la dernière CAN. Mais quand tu regardes le 11 sénégalais, plus de la moitié sont des joueurs qui sont nés en France. Et c'est pareil chez les Maliens, ils ont des joueurs binationaux, en Côte d'Ivoire, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Quand un joueur d'origine sénégalaise, ivoirienne ou malienne comprend qu'il ne peut plus jouer pour l'équipe de France, ils arrivent à l'avoir. Le problème pour chez eux, c'est que le joueur sent encore qu'il a une chance pour jouer en équipe de France. Là, c'est compliqué pour l'avoir. Mais dès que le joueur a acté, il a compris que son niveau n'était pas suffisant pour jouer en équipe de France, il est directement coopté. Et nous, on n'arrive pas. Je vais vous donner 2 exemples.
Bouna Sarr, ça fait un moment qu'il a compris qu'il ne pouvait pas jouer pour l'équipe de France. Jusqu'à présent, il traîne, il ne vient pas. Le jeune Conté, même s'il a des démêlés avec la justice actuellement, c'est pareil. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il a compris qu'il n'avait pas forcément le niveau pour jouer en équipe de France. Mais nous, on n'arrive pas à l'avoir. Donc l'attractivité, c'est au niveau des joueurs qu'on a déjà, mais aussi des joueurs qu'on souhaiterait avoir, mais on n'a pas assez, la politique n'est pas assez efficace pour les attirer vers nous. Oui. Antoine Narcisse Savané, sur cette question d'attractivité. Nous résumons tout ça dans la gestion. Oui, évidemment. Voilà. Quand vous prenez le cas des Ivoiriens, des Maliens, etc., c'est très simple. Les binationaux, vous savez, nous sommes en Afrique, même pas en Afrique. Moi, c'est-à-dire, quand vous envoyez, vous prenez un entraîneur qui prend son téléphone, qui appelle un binational pour dire Bouna, quand vous prenez le cas de Bouna Sarr, quand Bouna Sarr vous parle, vous êtes déçu. Et vous êtes déçu. C'est-à-dire, mettons une... Et le plus souvent, puisque vous parlez de déception, le plus souvent, il dit quoi? Non, là, je n'aimerais pas le... Non, bon, ça c'est autre facteur. Ce que je dis simplement, c'est que nous avons, à l'image de la Côte d'Ivoire, qui a Roger Boli, etc., de Malikia Foussine, nous, on a la chance d'avoir Yambobo et Kaba Diawara. Mais pourquoi ne pas les intégrer dans cette structure, leur donner les moyens? Mais Kaba Diawara déjà appartient au staff de l'équipe nationale de football de Guinée. En tant que quoi? Dans quel rôle? Il est le manager. Il est le manager. Vous avez vu une performance de manager sur cette équipe? Non, dites-moi. Si est-ce que vous... Quand vous prenez, par exemple, quand je prends par exemple Foussine Diawara, mais il est près de ces gens-là qui réussissent, on lui donne les moyens, il est dans une structure. Kaba n'a aucun moyen. Il n'a aucun moyen. Vous avez des joueurs ici, quand ils se déplacent, quand ils prennent un train, le même je ne sais pas, de Paris 1 à Paris 2, ils se font rembourser. Kaba, il a quoi? Il n'a rien. Ça, mais c'est pour que je suis en train de vous dire, c'est pour que cette nouvelle fédération va s'incruster à mettre en place une véritable structure de contact des joueurs et pour les faire venir les binationaux. Mais est-ce que vous partagez le constat aujourd'hui selon lequel l'équipe nationale de Guinée n'est pas attractive? Oui, mais comment elle peut être attractive? Si quand vous prenez par exemple l'équipe qui a joué contre le Cameroun, la dernière CAN à laquelle nous avons assisté. Mais quand vous prenez, les joueurs étaient sélectionnés comment? Sur ordinateur. Sur ordinateur. Non, je vois Youssouf qui joue très bien, là, il a 13 minutes, on le fait venir. Mais je l'ai dit, c'est tellement simple. Vous avez pris le camp de l'Égypte. Chez Atta, pendant 3 ans, il a reçu 3 camps. C'était simple. C'est qu'il a fait un programme au niveau de la fédération de regroupement par mois de ses joueurs, de sélectionner, il a 1 semaine. Et après la semaine de travail, il fait un match amical, les joueurs retournent dans leur équipe. Nous, on avait cette possibilité. Aujourd'hui, quand on ne va pas, on ne peut plus parler de professionnels. On parlera de professionnels expatriés et professionnels guinéens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'au niveau de la direction technique, bon, ça n'existe pas, que l'encadrement technique, on essaie de mettre un programme qu'on a pris en place pour pouvoir gérer, et le ministre l'a dit, cette sélection doit être à base locale. Peut être à base, je dis bien peut être à base locale, ce n'est pas exclu. Et comme il a dit, les binationaux, ce n'est pas exclu aussi. Mais comme on le dit, il faut faire une véritable démarche pour avoir ces binationaux et avec des hommes forts. Ce n'est pas... Mais aujourd'hui, quel est l'argument? Parce que c'est vrai, comme Condé le disait tout à l'heure, il y a des binationaux, la plupart ne veulent pas venir en sélection nationale pour des raisons qui leur sont particulières. Quel est aujourd'hui l'argument qu'il faut brandir devant ces binationaux-là pour qu'ils acceptent finalement de venir? Mais l'argument est tellement simple. Si vous vous occupez de ceux qui sont sur place, vous le faites jouer. Si vous avez peur de perdre, vous ne gagnerez jamais. C'est ça la réalité en Guinée. On pense qu'avec les binationaux, etc., on va tout gagner. On ne peut pas. Il faut aller étape par étape. Moi, je dis, j'ai dit ça au temps du siècle, s'il y a des journées FIFA, vous avez 25 joueurs à sélectionner, prenez 11 professionnels titulaires, 4 professionnels remplaçants, les autres, vous prenez les joueurs locaux. Si depuis 4, 5 ans, 6 ans, on avait fait ça, on aurait déjà eu progressé, on aurait déjà une marge. Et cette équipe nationale à base locale, il y aurait eu moins de problèmes. Aujourd'hui, par exemple, il y aurait moins de problèmes. Et comme il a dit, Foussine est très bien entouré. Mais nous, tel n'est pas le cas. Moi, je dis, il faut qu'on parte, il faut qu'on accepte de s'organiser mieux, de mieux gérer, comme ce qu'on a dit. C'est un problème de gestion. C'est à tous les niveaux. Ce n'est pas un niveau simple. Ne vous fixez pas sur l'équipe. Voyez même la structure générale, la gestion du football. C'est ça le gros problème est là-bas. Ouais. Sur cette question de binationaux Condé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour les encourager à venir? Il propose qu'on s'occupe d'abord de ceux qui sont là au pays. Est-ce que si on s'occupe de ceux qui sont là, est-ce que ça peut encourager ceux qui sont à l'extérieur
à venir ici? Non, moi, je m'excuse, moi je ne peux pas accepter. Quand je me dis si mon frère ne vient pas, je ne viens pas jouer pour la Guinée. Mais ça, bon, finalement, on ne l'a pas obligé. Hein. Non. Il n'est pas venu, mais ceux-là qui devaient jouer ont joué. Non, écoutez, il est venu au dernier stage, s'il vous plaît. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, vous pensez déjà que ça, c'est le choix est bon? Non, vous pensez déjà que cette sélection-là est bonne? Elle n'est pas bonne. C'est pas de l'affectif. Ouais. Vous ne pouvez pas coller. Mais je n'ai pas la balle, je ne vais pas jouer. Incontestablement, il faut améliorer la gestion. Donc ça va de soi. Donc nous espérons que la nouvelle équipe qui est là va prendre les dispositions de la Fédération guinéenne de football. Et pour aller en profondeur, pour répondre à votre question sur les binationaux, je pense que la question des binationaux, c'est comme un circuit touristique. Quand vous partez en vacances dans certains pays, il y a parfois la misère, il y a des difficultés, mais vous ne les voyez pas. Parce que ceux qui vous ramènent, ils font tout pour vous éloigner de cela. Quand les binationaux viennent, il faut les protéger. Il faut un circuit. C'est-à-dire, ça part de l'hôtel, la qualité de l'hôtel, ça part d'un bus climatisé, ça part d'un vestiaire où on peut prendre une douche après le match. Voilà, je veux dire, quand ils viennent pour jouer et ils repartent. Il ne faut pas les exposer à vos problèmes. Donc, c'est cette question, pour moi, c'est une question, encore une nouvelle fois, un environnement pour eux. Et je pense que c'est ce que les autres font. Et quand il y a ce mélange de gens, ils sont parfois... ils voient des choses, parce qu'ils parlent entre eux. Et généralement, quand ils retournent, que finalement, ça ne risque pas de creuser aussi Non, mais c'est pour l'ensemble de l'effectif. C'est pour l'ensemble de l'effectif. Même les binationaux qui ont des parents ici, ils peuvent aller visiter leurs parents. Mais tout ce qu'ils font dans le cadre de la sélection nationale doit être contrôlé et maîtrisé par les autorités. Voilà. Après, s'ils veulent sortir de ce cadre-là, aller voir des gens, aller visiter, ça, ils peuvent le faire. C'est ce que les autres arrivent à faire. Et ça permet de donner une bonne image, parce qu'ils parlent entre eux, et l'image... On donne une bonne image de la sélection et d'autres aussi sont poussés à venir faire un essai, à venir voir comment ça se passe concrètement. Si ça va aller. En plus de la qu'on appelle des conditions qu'on appelle dont vous parlez, il y a l'environnement social qu'on doit créer autour de ces binationaux. Je vous donne un exemple, simplement. Je prends le cas de Kevin Constant. Kevin Constant, moi je l'ai trouvé un jour à l'hôtel, il était assis tout tranquille. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas dans le groupe? Non, mais il dit pas le sous ils m'ont exclu. Ça. Deuxièmement, vous avez, comme il a dit, il y en a qui ont de la famille ici, mais qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs parents. Donc c'est peut-être son oncle va le dire, mais quand tu arrives en Guinée, il y a tel qui vient. Bon, il va venir le voir. Mais c'est comme il a dit, il faut approprier tout. C'est-à-dire qu'il faut essayer de créer ce climat de gestion sociale. Il n'y a pas simplement leur dire, la Guinée, ce n'est pas seulement un hôtel de 5 étoiles, mais il y a la case de ton papa quelque part là-bas, il y a ton cousin. Il faut créer cet environnement, créer cette envie-là, comme il a dit. Ce tourisme ne consiste pas simplement à mais il faut les amener ailleurs. Ok, alors, par rapport justement à ces équipes de catégorie inférieure, il y a quand même de bonnes graines qui sont en train quand même de germer du côté des cadets, du côté des juniors et même du côté du Orea qui vient donc de se qualifier pour la première fois à cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur ces clubs pour projeter ou pour se projeter sur une nouvelle génération de joueurs de l'équipe nationale A de football pour la Guinée? Mais il l'a dit, les Sénégalais, les Maliens. C'est pourquoi je vous dis, si vous avez peur de perdre, vous ne gagnez jamais. Les Maliens ont accepté. Ils ont accepté avec les jeunes, là, ils ont échoué. Ils prennent de la beauté, ils prennent de l'expérience. Mais nous, c'est pareil. C'est pourquoi je vous dis, nous, nos jeunes là, ils sont où? Qui étaient au Chili? Ils sont dans la nature. Vous verrez aussi qu'au retour des juniors et des cadets là, ils vont tous disparaître dans la nature. C'est parce que comme on l'a tout le temps dit, moi je conclue, bon, pas que je résume, il faut que nous ayons une nouvelle politique de gestion de ces gens-là. Ils ne sont pas gérés. C'est ça. Et c'est pourquoi la nouvelle, il l'a dit, je le souhaite vivement. Ouais. Alors, il connaît cette nouvelle génération de joueurs, est-ce que c'est l'avenir de l'équipe nationale A de Guinée? Nous le souhaitons, mais je pense qu'il y a aussi un problème de lien entre ces catégories-là. Voilà. Quand tu regardes l'équipe cadette qui est allée à la Coupe du Monde au Chili, il y en a combien qui se sont retrouvés parmi les juniors lors de la dernière CAN? Très peu. Vous voyez qu'à un moment donné, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Donc, s'il n'y en a que 3 au niveau des juniors, il y en aura combien avec l'équipe A? Peut-être 0. Donc, à un moment donné, il y a un suivi aussi de ces joueurs. Quand ils reviennent de ces compétitions, il faut que le club leur donne la chance. Quand vous parlez du Orea, pour moi, le Orea est un cas à part. Le Orea a un autre programme. Le Orea ne peut pas se permettre de suivre
d'évolution, la formation en Guinée. Le Royal s'est fixé comme objectif et pour atteindre ces objectifs à court terme, ils ont forcément besoin de joueurs expérimentés sur la scène africaine, ça veut dire des joueurs étrangers. Ouais, donc c'est vraiment un cas à part. Et quand on prend maintenant les cadets et les juniors, il faut qu'il y ait un suivi de ces joueurs. Il faut qu'on permette à ces joueurs de pouvoir s'exprimer. On leur donne leur chance dans des clubs. Le petit Yamoudou qui est toujours au Réa, mais qui n'a pas assez de temps de jeu. Comment vous voulez qu'il progresse s'il ne joue pas? Donc il faut qu'il aille dans un club où il puisse s'exprimer, où il puisse progresser pour continuer cette assurer donc un lien entre les différentes catégories. Parce que le joueur rapidement. Le joueur ne peut progresser que dans la compétition. Ça, en dehors de la compétition, il ne peut pas progresser. Ça, c'est autrement dit. C'est pourquoi j'ai dit que tous ceux qui sont partis au Chili, dès qu'ils sont revenus, il y a combien qui jouent pas? Mais pratiquement pas. Mais comme il l'a dit, moi j'aurais souhaité que ces cadets du Chili soient aujourd'hui les juniors d'aujourd'hui, et progressivement. Donc il y a une chaîne. Mais malheureusement, chez nous, dès qu'on finit la compétition, il y a des vendeurs de muscles qui s'arrachent, on les place de gauche à droite. Je parle du cas de Yamoudou, mais heureusement au niveau de Oraya, on a 3 ou 4. Bon, mais qu'on essaie d'intégrer de temps en temps. Parce que ce qui manque aussi chez nous aussi. Rapidement. Non, c'est le manque de compétition des jeunes. Ouais. En tout cas, le essentiel. S'il y avait des compétitions de jeunes, des championnats de jeunes, ils ne seraient pas dans la déperdition. Ouais, mais ils n'ont aucune chance, par exemple, Yamoudou n'a aucune chance d'être titulaire au Oraya. Mais s'il y avait un championnat de juniors, il aurait pu s'exprimer. Ouais. Donc là, c'est l'autre défi qui se pose donc à cette nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football. Comment assurer ce lien entre les différentes catégories de joueurs dans notre pays. Pour ce soir, donc, c'est terminé, mesdames et messieurs. Nous avons donc discuté de l'avenir du football guinéen à travers le prisme de la jeune génération, mais également de ses seniors. Merci donc de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission qui a reçu aujourd'hui Mohamed Kondé, il est consultant. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kondé. Également, Omar Sissavané, c'est le président de l'Association des entraîneurs de Guinée. Merci à toute l'équipe qui m'aide toutes les semaines à préparer et à présenter cette émission qui vous parvient la semaine prochaine sur nos antennes. Merci et bonsoir à tous.